Nouveau webinaire de la chaire Protection sociale et territoire que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer avec mon camarade Pierre Mayer. En quelques mots, donc la chaire est une institution maintenant, puisque ça fait 5 ans que nous organisons une série de manifestations, notamment des webinaires, pour essayer d'explorer l'impact des politiques de protection sociale sur les territoires. Depuis le début de la rentrée universitaire 2025-2026, nous avons fait, ce sera le deuxième webinaire que nous organisons. Nous en avons organisé un le 16 octobre autour de l'aide sociale à l'enfance. Et nous avons choisi avec Pierre, dans le cadre de cette programmation, de continuer à explorer ces politiques sociales. Et nous sommes particulièrement contents d'explorer une politique que nous n'avions pas abordée jusqu'à présent, qui est celle du handicap. Et pour cela, j'ai le plaisir et l'honneur bientôt de donner la parole à Florence Thibault, qui a accepté très gentiment à la fois d'organiser et d'animer ce webinaire. Une petite aussi précision sur cette organisation, puisqu'on innove également cette année avec un dispositif de vélotypie. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient avoir en fait une retranscription en direct de tout ce que nous allons pouvoir dire, il y a un lien qui va être mis dans le chat qui va permettre en fait à toutes les personnes qui le désirent de suivre ce webinaire avec la personne qui va faire et retranscrire en fait tout ce que nous allons dire. Donc le lien sera présenté dans le chat. Je pense que c'est de toute façon déjà possible. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour avoir justement cette retranscription en direct du webinaire. Donc comme je le disais, on est particulièrement content d'organiser ce webinaire. Ça fait quelques années en fait qu'on y pense et on a eu la possibilité de le faire grâce notamment à Florence. Et donc Florence, je vais tout de suite te donner la parole. Alors simplement pour te présenter, tu es directrice déléguée à la direction de la prospective et des études à la CNSA. Et donc, encore une fois, je te remercie pour l'animation que tu vas faire de ce webinaire. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Gilles Nézosi. Bonjour à tous. Et donc, démarrons sans tarder. Donc, la loi handicap, comme vous le savez, vient de fêter ses 20 ans. Cet anniversaire a été l'occasion pour chaque partie prenante de dresser un bilan de cette politique depuis son vote en 2005 jusque plus récemment la Conférence nationale du handicap CNH du 26 avril 2023 ou encore plus récemment le dernier comité interministériel du handicap qui s'est tenu le 6 mars dernier et qui s'est concentré, ce dernier comité, sur la thématique de l'accessibilité. Ce temps fort de 2025 a été aussi l'occasion de se projeter dans l'avenir et d'évoquer les nouveaux enjeux à aborder pour construire la politique du handicap de demain. Donc, l'un des constats qui a été partagé au cours de cette phase de bilan porte sur les inégalités territoriales en matière de réponse aux besoins des personnes en situation de handicap. Alors, c'est vrai que sans doute cette problématique d'inégalité territoriale, elle est très mise en avant au travers d'un indicateur qu'on appelle le taux de couverture et qui rapporte l'offre disponible aux besoins constatés sur un territoire. Donc, on sait que sur le plan national, ce taux de couverture n'est pas du tout satisfaisant et que ceci se manifeste au travers de délais d'attente pour disposer d'une solution qui correspond à notre besoin, aux besoins des personnes concernées, ou encore du nombre de personnes qui sont en abonnement Creton, ou encore de ce qu'on appelle le nombre de départs en Belgique. Mais ce constat global ne peut pas nous faire ignorer que derrière cette thématique nationale qui en elle-même interroge, eh bien, on a des problématiques autour de la diversité de ce constat sur le plan des inégalités territoriales. Donc, et on a ce constat-là en termes d'offres, mais on l'a aussi en matière de services rendus par les institutions en charge d'appuyer les personnes concernées. Et donc, évidemment, derrière des inégalités territoriales, on peut avoir à la fois des problématiques démographiques qui vont être différentes sur les territoires, des problématiques d'offres préexistantes, des problématiques de géographie des territoires qui sont effectivement très différentes, mais aussi de capacité à agir des acteurs ou de volonté d'agir des acteurs. Donc, au-delà de cette dimension quantitative que je viens de vous citer, on a aussi une problématique en matière d'évaluation de la politique du handicap qui pourrait concerner une dimension plus qualitative et qui va aussi s'observer de façon très différente sur les territoires, que ce soit dans la capacité de construire des parcours,
que ce soit dans la capacité à donner accès à des solutions de droit commun, ou encore à donner accès à l'école inclusive, ou encore de pouvoir former des professionnels ou d'intégrer la problématique de l'autodétermination. Donc c'est face à ce constat que, évidemment, dans une chaire qui s'appelle politique sociale et territoire, il était quand même difficile de ne pas aborder la politique du handicap sous l'angle du territoire, justement. Et donc, pour mener à bien cet échange que nous aurons ensemble tout au long de cette heure et demie, eh bien, nous commencerons d'abord par partager le diagnostic et l'analyse de la situation récente, telle que portée par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la DRES, et c'est Leïla Ricroche, chef du bureau handicap dépendance au sein de la DRES, qui nous fera cette présentation. Ensuite, après ce premier temps, donc dans un format, on va dire, de prise de connaissance des données nécessaires, des informations nécessaires, nous basculerons dans un second temps du webinaire sur une table ronde. Et donc, autour de cette table ronde, nous aurons Fernando Pinto da Silva, qui est le vice-président du Conseil national consultatif des personnes handicapées et qui est aussi expert d'usage numérique au sein de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Nous accueillerons aussi Sophie Martinon dans cette table ronde, qui est directrice générale adjointe de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Nous accueillerons aussi Pierre Sucmela, directeur général délégué à l'autonomie du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Bénédicte Autier sera aussi membre de cette table ronde. Elle est directrice de la direction aux droits et des parcours au sein de la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie. Et nous accueillerons également Marilyn Lambert, qui est directrice de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Aquitaine, dit encore UGCAM. Donc c'est moi-même, effectivement, qui aurai le plaisir d'animer ce webinaire et j'en suis très honorée. Je laisse donc la parole à... alors oui, peut-être un mot de préambule quand même. Évidemment, l'actualité récente nous fait qu'on parle partout du rôle de chacun des acteurs que je viens de vous citer en matière de compétences et de gouvernance des politiques et notamment de la politique du handicap. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on en reste sur la situation telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc je vous remercie par avance de votre présence aujourd'hui. Je remercie les intervenants également et donc je laisse la parole à Leïla Ricroche pour cette première partie de notre webinaire qui nous permettra de mieux connaître le contexte de la politique du handicap que nous allons traiter. Ben, merci beaucoup pour cette introduction. Donc moi, je suis Leïla Ricroche, chef du bureau handicap dépendance à l'adresse et je vais vous présenter différents chiffres qui viennent à la fois de mon bureau, mais aussi nous ne sommes pas les seuls à sortir des chiffres sur le handicap, donc un petit panorama de tous les institutionnels qui travaillent sur le sujet. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Alors, pour un constat chiffré, on s'attend déjà à essayer de répondre à cette question, combien de personnes handicapées en France? Et tout de suite, on se heurte à une première, à une première difficulté, ce qui va être la définition du nombre des personnes handicapées qu'on va voir dans un second temps. Ce qui va être aussi difficile, c'est de n'oublier personne, parce qu'il y a les personnes qui résident ce qu'on appelle dans les ménages ordinaires, il faut compter les adultes, les enfants, mais aussi il y a les personnes qui sont dans des établissements, les personnes pour personnes handicapées ou les établissements pour les personnes âgées dépendantes. Selon les sources de données, eh bien, des fois, les DROM ne sont pas couverts, donc il faut aussi prendre en compte les populations qui résident dans les DROM. Donc, quand on ajoute tous ces petits morceaux qui peuvent venir de différentes sources différentes, on arrive au constat suivant qu'il y a entre 5,7 millions et 18,2 millions de personnes handicapées de 5 ans ou plus en France métropolitaine et dans les DROM. Alors, pourquoi une telle fourchette? Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Voilà. Pourquoi une telle fourchette? Parce que on se réfère à la définition légale du handicap de la loi de 2005 qui fait appel à trois éléments importants. Les conséquences sociales qui proviennent... Ah, non, on peut revenir en... Voilà, cette slide-là. Des conséquences sociales qui proviennent d'altérations du corps ou de problèmes de santé dans un environnement donné. Et c'est de prendre en compte ces trois aspects pour définir les personnes handicapées qui expliquent le fait qu'il y ait plusieurs définitions statistiques et plusieurs indicateurs possibles.
Donc, on peut compter les personnes qui ont au moins une limitation fonctionnelle importante, c'est-à-dire on en a 27% de personnes de 15 ans ou plus. Ça veut dire des difficultés à lever le bras, à marcher, à voir, à entendre. Mais on peut aussi essayer de rapprocher ça des restrictions d'activité. Lorsqu'on pose à des personnes, est-ce que vous pouvez faire vos courses? Est-ce que vous pouvez vous laver? Est-ce que vous pouvez manger? Voilà, dans toute une série de listes d'activités du quotidien. Et là, on a 10,3% des personnes qui déclarent avoir des restrictions importantes. On peut aussi poser une question très générale. Est-ce que vous êtes restreint depuis au moins 6 mois dans les activités quotidiennes que font les gens habituellement, qui est l'indicateur Galy? Et là, on obtient un taux de 9% des personnes handicapées. Donc, selon qu'on va prendre l'une définition, la réponse à l'un des indicateurs ou à l'inverse, le fait qu'on considère comme personnes handicapées celles qui vont répondre oui à chacun des items, on obtient un dénombrement très large du nombre de personnes handicapées. Ça va aller de 5% pour les personnes qui vont répondre avoir des restrictions fortes dans les activités quotidiennes, avoir des restrictions dans notre liste d'activités et avoir des limitations fonctionnelles, à 31% des personnes qui vont être concernées par au moins une approche du handicap. On peut passer à la slide suivante. Lorsqu'on s'intéresse aux disparités départementales, il faut choisir sur quel indicateur on travaille. Donc ici, on a choisi de représenter les personnes qui déclarent avoir des limitations fonctionnelles sévères, c'est-à-dire de mal à voir, à entendre, à lever un bras, à parler à d'autres personnes ou qui ont des difficultés cognitives. Donc, si on se restreint aussi là sur ce graphique sur les personnes de 15 à 64 ans. On s'aperçoit qu'en moyenne, donc en France métropolitaine, on a 8% des personnes qui déclarent avoir de fortes limitations fonctionnelles, mais que le taux va varier de 5% à 11% sur le territoire. On a sur la carte à gauche la Corse et quelques départements du nord de la France qui ressortent. Par contre, lorsqu'on fait ça, on ne prend pas en compte du fait que la population d'un territoire, elle peut être plutôt jeune ou plutôt âgée. Donc, c'est ce qu'on fait dans la seconde carte, c'est-à-dire qu'on travaille en normalisant la population, c'est-à-dire en considérant en considérant qu'on met en moyenne la répartition de la population française totale et on regarde comment varient les indicateurs. En faisant ça, on s'aperçoit que on va accentuer encore davantage les écarts bruts qu'on observait sur la première carte, avec par exemple le nord de la France, dont tous les territoires ressortent, tous les départements ressortent fortement dans la proportion de personnes qui ont des limitations fonctionnelles sévères. À l'inverse, on a les territoires de l'ouest ou du sud de la France qui sont moins où les personnes se déclarent moins souvent handicapées selon notre indicateur, sauf à un bout du pourtour méditerranéen. On peut passer? Voilà, donc mes graphiques précédents, ça parlait des personnes qui vivaient à domicile. Petit zoom sur les personnes qui vivent en établissement. Nous avons des enquêtes tous les 4 ans qui permettent de décrire la situation dans les établissements. Donc là, pour les enfants, on a que 174 000 places sont offertes dans 4 000 structures en 2022 pour accompagner 174 000 enfants et adolescents. En termes de dynamique, comme l'enquête elle est régulière, on peut faire des dynamiques d'assez longtemps, là depuis 2006, presque juste après la voix. On voit que ce qui a été très très dynamique, ce sont les services auprès des enfants et des adolescents, avec 65% de places offertes en plus. Il y a une offre pour l'hébergement, mais elle est quand même plus restreinte, avec 10% d'augmentation depuis 2006. Parmi ces enfants qui sont dans des structures pour enfants, on a 15% qui font l'objet d'une mesure d'aide sociale à l'enfant. L'enquête permet aussi de savoir quelles sont les déficiences des enfants et on a à peu près 40% des enfants accompagnés qui ont une déficience intellectuelle et 34% qui ont un trouble du psychisme, du comportement ou de la communication. L'enquête permet de savoir aussi un point qui était très important à aborder quand on s'intéresse sur la politique du handicap, c'est la scolarisation. Et on voit que depuis 2010,
La proportion d'enfants non scolarisés n'a pas vraiment bougé. On était à 10% d'enfants non scolarisés en 2010, on est à 8% en 2022. Par contre, ce qui a fortement changé, c'est le fait que les enfants sont de plus souvent scolarisés, au moins en partie, dans des établissements scolaires habituels et non plus uniquement accompagnés dans des unités qui sont dans l'établissement médico-social. Slide suivante. Le fait que cette scolarisation soit en hausse dans les enfants qui sont suivis ou hébergés dans des établissements, elle va se traduire dans les chiffres de l'éducation nationale, puisque là, entre 2006 et 2024, les élèves en situation de handicap qui vont être scolarisés en milieu ordinaire vont être 3 fois plus nombreux entre 2006 et 2024. Donc là, on a deux sources concordantes. Quand on regarde nos chiffres, quand on regarde les enfants accompagnés ou quand on regarde les chiffres de l'éducation nationale, pour vraiment se rendre compte que à partir de l'entrée en âge du primaire et pendant tout le collège, voilà, il y a eu vraiment une forte hausse des élèves handicapés qui peuvent accéder à l'éducation nationale. Slide suivante. Donc, comme on s'est intéressé aux enfants handicapés accompagnés par une structure médico-sociale, on peut également regarder la même chose sur les adultes et on s'aperçoit que le constat est assez proche. C'est-à-dire qu'il y a une forte dynamique en faveur des services pour adultes, puisqu'entre 2006 et 2022, le nombre de places offertes voilà, pour les adultes a plus que doublé. Dans le même temps, il y a quand même eu une dynamique sur les établissements avec plus 20% de places offertes entre 2006 et 2022. Finalement, en 2022, on atteint 3 550 000 places disponibles pour l'accompagnement des adultes handicapés dans 8 300 structures. Ce qu'il est important de noter aussi, c'est la proportion de personnes de plus de 60 ans qui sont maintenant accompagnées dans ces structures. En 2006, c'était seulement 3% des adultes accompagnés qui avaient plus de 60 ans. En 2022, on est à 12%. Donc, ce vieillissement de la population qu'on observe en ménage ordinaire, on l'aperçoit encore plus dans les structures qui accompagnent les personnes handicapées. Slide suivante. On peut s'intéresser à l'offre offerte par les établissements. Donc, on peut regarder par exemple l'offre offerte en masse et femmes. On voit une forte hétérogénéité du territoire, puisqu'on a des établissements où on a moins d'une place offerte pour 1000 adultes, à la Lozère, qui est vraiment un département assez atypique, avec 16 places offertes pour 1000 adultes. Dans le même temps, on peut mettre en regard une autre manière d'accompagner les personnes à travers les services. Et là, on voit que les cartes, en fait, elles sont assez complémentaires des départements où on avait un peu moins d'offres pour les adultes handicapés en établissement. On a un peu plus de services. Actuellement, à l'adresse, on est en train de faire une étude où on essaye de mélanger toute l'offre disponible, à mettre en regard avec l'écart de population handicapée que je vous ai montré précédemment pour essayer de faire après une petite typologie qui prendra tout ça en compte pour savoir quels sont les territoires plus ou moins bien dotés compte tenu de leurs besoins. Mais on n'avait pas encore fini ces travaux pour cette séance. Slide suivante. Donc, on a vu qu'il existait des structures, mais il y a aussi des aides financières pour les personnes handicapées. Les trois principales en termes de nombre de bénéficiaires, ce sont les pensions de retraite au titre de l'inaptitude, l'allocation personnalisée d'APA et l'allocation aux adultes handicapés, qui toutes les trois culminent à plus de 1,3 million de bénéficiaires. Slide suivante. Un petit peu de financement en comparant les dépenses pour personnes en situation de handicap avec les personnes âgées. On voit que la grande différence, ça va être la part importante que prend l'État
dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap par rapport aux personnes âgées. Et si on regarde le détail des chiffres, en fait, la grande part que prend l'État par rapport aux personnes âgées, ça va être le fait de l'AAH, qui est un minimum social, et c'est ça qui va expliquer ce grand écart entre le financement de l'aide aux personnes en situation de handicap et le financement de l'aide aux personnes âgées. Quand on regarde les dépenses de la CNSA, le principal dépense, ça va être l'ONDAM médico-social, c'est-à-dire l'aide aux établissements et aux structures pour personnes handicapées. Et pour les départements aussi, la principale source de dépenses, ça va être les frais de séjour pour les personnes accompagnées dans les établissements. Alors Leïla, je suis un peu maître du temps. Est-ce que j'ai un petit point de vigilance? Merci beaucoup. Ok, j'ai quasi fini. Super, merci. Slide suivante. Donc actuellement, nous avons fait des travaux pour essayer d'estimer le nombre de personnes en perte d'autonomie à horizon 2070. Et ce qu'il est important de constater, c'est qu'il va y avoir une forte évolution jusqu'à 2040-2045, puis un ralentissement et, suivant les hypothèses, une diminution. Et ce qui nous intéresse particulièrement ici, slide suivante, et ça sera ma dernière, c'est que ces dynamiques nationales, elles sont vraiment très différentes au niveau territorial sur les plus de 60 ans. Et ça, c'est important parce que c'est-à-dire qu'il y a des départements qui, du fait de devoir accompagner les personnes de plus de 60 ans, vont être un peu mis sous tension à des périodes différentes. On voit que les départements autour de l'Ouest, autour de l'océan, les départements des Rhône-Alpes et quelques départements du Sud et les départements des DOM vont avoir énormément de personnes supplémentaires en perte d'autonomie par rapport à maintenant. Et la deuxième carte, c'est l'année où l'effectif maximum est atteint. Je vous ai montré que la courbe montait puis descendait un petit peu. Et là encore, on voit qu'en fait, la temporalité au sein des départements vont être très différente. Il y en a qui vont atteindre leur pic avant 2045, alors que certains vont atteindre leur pic 15 ans après. Donc en termes de politique publique, là aussi, ça ne va pas être les mêmes conséquences d'action publique. Merci. Merci beaucoup, Leïla Ricroche, pour ce panorama. Je crois qu'il nous a permis à la fois de prendre connaissance des éléments d'évolution sur les 20 dernières années et puis en même temps d'avoir un constat assez complet sur notre problématique des inégalités territoriales, qui est celle sur lesquelles on a voulu mettre l'accent aujourd'hui. Donc, pour commencer notre table ronde et sur la base de ce panorama qui vient de nous être dressé, je voudrais poser ma première question à Fernando Pinto da Silva, qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, vice-président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, et pour lui demander ce qu'il pense et ce que pense le CNCPH, qui a eu l'occasion de faire des travaux de bilan à l'occasion justement des 20 ans de la loi de 2005, donc, et sur la base du panorama qui vient de nous être fait. Eh bien, Monsieur Pinto da Silva, que pensez-vous du bilan de la politique du handicap en anglant votre analyse plus particulièrement sur la dimension territoriale de cette politique? Alors, je vais peut-être commencer par présenter ce que c'est que le CNCPH, puisque peut-être que certains ne savent pas ce que c'est. Donc, on est donc le Conseil national consultatif des personnes handicapées. On est une instance consultative placée auprès du Premier ministre. On regroupe en gros 150, 160 membres, des associations, des experts, un certain nombre de partenaires publics, différents types d'organisations. Et on est amené à donner notre avis sur des projets de loi, sur les politiques publiques de façon générale. On porte effectivement du coup la voix des personnes concernées, comme vous voulez le rappeler, Florence, effectivement. Et je dirais qu'on participe autant qu'on le peut, qu'on le doit, au principe de concertation autour des lois, des décrets, des arrêtés. Alors, pour revenir maintenant plus particulièrement sur la loi du 11 février 2005, effectivement, ça a été pour nous l'occasion de dresser un bilan de ces 20 ans,
avec des avancées, ça c'est indéniable, on va y revenir assez vite, mais encore malheureusement beaucoup de choses qui restent incomplètes, d'inégalités aussi. Un accès élargi au droit, on peut même citer des choses un peu plus récentes dans la droite ligne de l'esprit de cette loi avec la déconjugalisation par exemple de l'allocation adulte handicapé, des droits à vie, notamment sur certaines questions. Donc on le voit, les choses évoluent et c'est tant mieux. Mais pour autant, pour ce qui est maintenant du bilan, donc sur la slide suivante, eh bien, on a des choses à tempérer, effectivement. Sur l'accessibilité, par exemple, on ne peut que constater que 20 ans plus tard, elle est toujours inachevé. Alors, l'accessibilité, c'est toujours quelque chose de constant, quelque chose qui se maintient, mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire dans les domaines des transports, du cadre bâti, du numérique également, puisque maintenant, il fait partie de nos vies tout le temps, et à plus forte raison depuis l'épidémie de Covid. Et donc, on le voit là, sur ce chantier-là, il y a encore énormément de choses qui restent à faire en réalité. Dans les parcours, on constate qu'ils sont encore beaucoup trop complexes pour les personnes handicapées elles-mêmes et pour les proches qui les accompagnent au jour le jour. C'est très compliqué de comprendre comment tout ça s'imbrique, à qui il faut s'adresser, comment derrière les choses vont progresser, faire les dossiers, etc. Ça reste vraiment quelque chose voilà, qui prend beaucoup de place, quand bien même on aurait des droits à faire valoir. On a, il faut également le dire, et ça d'une certaine façon, je pense que ça rejoint certains des points qui étaient déjà un peu évoqués, une réalité très variable selon les territoires. On a des territoires, les choses se passent vraiment bien, notamment sur les droits, sur faire valoir ses droits, sur des droits à la compensation, etc. Et d'autres territoires où c'est beaucoup plus contrasté. Ça reste quand même quelque chose qui remonte énormément dans les discussions qu'on peut avoir. Et donc ces inégalités territoriales sont pour nous des constats clés, c'est-à-dire quand on a régulièrement de tel ou tel territoire des choses qui remontent, parce qu'à un moment donné, on va peut-être remettre en cause au hasard la politique des transports scolaires, par exemple, adaptée, et ben, ça va poser un certain nombre de questions. Quand on va nous dire, tiens, on est en train de remettre en cause la question de la prestation de compensation du handicap sur certains éléments dans tel territoire, alors que dans les autres, ça se passe plutôt bien. On a évidemment des choses qu'on a du mal en réalité à justifier dans l'accès aux aides et aux services. Donc ça va de soi, ce sont des choses, ce sont des écarts qu'on ne peut que constater et qui reviennent régulièrement. Des taux et des conditions d'attribution de la PSCH, j'en parlais à l'instant, d'autres allocations qui sont également très hétérogènes, ça j'y reviens pas. Peut-être quand même, pour forcer un peu le trait, bien marteler qu'à situation égale, des réponses différentes selon les départements. Donc là, on a aussi ces remontées, voilà, qui, même si on a bien compris que la loi instituait un certain nombre de nouvelles choses, de nouveaux droits, etc., dans les faits, à situation égale, on a du mal à comprendre qu'on puisse avoir une telle variabilité, une telle variation, on va dire, des réponses apportées. Les délais d'instruction, les barèmes, le reste à charge, ça aussi sont des choses qui sont extrêmement variables, d'un département à l'autre, d'un territoire à l'autre. On va avoir des territoires qui vont pouvoir instruire nos droits rapidement, ou en tout cas assez rapidement, et d'autres où on va constater des écarts de 3, 4, 5 fois plus longs, sans qu'on ait vraiment trop d'éléments pour bien comprendre comment les choses se passent. Alors ici, notamment dans la diapositive pardon, que je vous ai proposée, je parle de risque. J'écris une loterie territoriale
peut-être aussi pour nous faire réagir. C'est-à-dire la loterie, on voit bien tous l'image que ça sous-tend, c'est-à-dire c'est un peu au petit bonheur la chance, sans qu'on puisse réellement déterminer le pourquoi du comment. Alors, je vous précise que le support n'est pas projeté, hein, Ah, pardon, excusez-moi, autant Oui, pour oui, moi. non, il n'y a pas de souci. Euh, des outils qui peuvent changer la donne, et ça c'est important de le dire, c'est-à-dire que on sent que, voilà, je contraste du coup, peut-être pour certains de façon un peu sévère, le bilan qu'on peut produire sur ces 20 dernières années, mais dans le même temps, on est quand même très conscient du fait qu'il y a des outils, qu'il y a des outils qui, qui peuvent quand même vraiment changer la donne, qui existent, mais qui parfois sont pas toujours mobilisés. Donc il y a aussi cette question pour nous de voir comment peut-être mieux accompagner ça. Alors on a notamment, je sais qu'on va en reparler, l'émergence de nouveaux services comme les SPDA, qui pour nous peuvent être un guichet de proximité, peut-être pour mieux coordonner ce qui relève de l'autonomie. Et puis, on a aussi cette question des fonds territoriaux d'accessibilité qui ont pu être mis en place à un moment donné pour pouvoir notamment accessibiliser des ERP, notamment de cinquième catégorie, donc tous les établissements pardon, recevant du public de cinquième catégorie. Pour autant, ce qu'on constate aussi, sans qu'on sache encore l'expliquer à ce stade, c'est une faible mobilisation de cette enveloppe nationale avec une dotation qui finalement a été trop peu mobilisée. Alors, on n'a pas aujourd'hui de réponse réelle. On a évidemment cherché à s'interroger avec un certain nombre d'acteurs du monde du handicap. La question qui peut se poser à nous, c'était est-ce que les dossiers étaient trop compliqués à monter? Est-ce que les gens avaient bien conscience du fait qu'on pouvait recourir à ce type de fonds? Ça fait partie des choses voilà, qui restent encore à déterminer. Les référents handicap préfecture, donc ça c'est quand même intéressant. On voit que quelque chose là s'est mis en place avec sans doute la possibilité d'avoir un meilleur suivi local. Et puis il y a aussi ces questions autour de ce que moi j'appellerais MDPH 2027, c'est-à-dire comment on peut aller vers une harmonisation des pratiques et des outils sur l'ensemble de nos maisons départementales des personnes handicapées qui, on sait, sont extrêmement sollicitées, sont très souvent débordées et dans le même temps sur qui, au moment où on se parle, la politique du handicap repose en très grande partie. Merci beaucoup Fernando Pinto da Silva pour ce portage de nous partager votre point de vue et celui du CNCPH donc sur la situation actuelle et sur les effets de ces 20 dernières années de loi handicap. Peut-être à présent, ce que j'ai proposé à chacun des intervenants, comme le champ du handicap est quand même un champ extrêmement large, c'est plutôt que chaque acteur puisse nous partager comment, sur un sujet en particulier, il agit dans les territoires et dans cette dimension, on va dire, de recherche d'une plus grande équité territoriale. Donc, Sophie Martinon, vous êtes directrice générale adjointe de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Est-ce que vous pourriez nous partager comment l'ARS agit sur un sujet qui aujourd'hui est un sujet majeur en termes de problématiques et de portage, enfin en termes de champs couverts par la politique du handicap, qui est celui de la transformation de l'offre. Bonjour à tous, bonjour Florence, merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, moi je suis la DGA de l'Agence régionale de santé Île-de-France et on a depuis quelques années engagé une politique très forte sur le handicap. Peut-être je voudrais juste replacer d'abord quand même les missions de l'ARS très rapidement. Deux missions principales, on fait tout ce qui est protection, amélioration de la santé des personnes et des populations, exemple la lutte contre le Covid. Et par ailleurs, on fait tout ce qui est autorisation, tarification, contrôle des établissements sanitaires ou des établissements médico-sociaux. Voilà, deux grandes missions et derrière, elles se subdivisent en plein de petites. En termes de, donc, vous voyez, si on arrive sur le handicap, nous, notre mission première, finalement, elle part de l'offre. Elle part des établissements et des services. Aujourd'hui, je dirais qu'on a trois priorités sur le handicap et puis évidemment énormément d'autres sujets. Voilà. Nos trois priorités, et
j'arriverai du coup à la transformation de l'offre dans la foulée. Nos trois priorités, c'est d'abord, on vient de lancer une démarche d'inspection-contrôle des établissements médico-sociaux, un peu dans la suite de ce qui a été fait sur les établissements pour personnes âgées. Donc aujourd'hui, on a une mobilisation forte des équipes de l'ARS en termes d'inspection et de contrôle des établissements. On a engagé depuis la conférence nationale du handicap de 2023 et le plan 50 000 solutions une action de développement quantitatif de l'offre d'accompagnement, que ce soit en établissement ou en service. Et puis, cette dynamique quantitative, on a ajouté, évidemment, qui était déjà présente depuis longtemps dans nos actions, mais un enjeu qualitatif, ce qu'on appelle la transformation de l'offre. Et donc, cette transformation de l'offre, elle prend plein d'aspects, mais nous, on porte une stratégie aujourd'hui qui est assez structurée au niveau régional, et j'y reviendrai dans un instant. Un mot quand même pour vous dire qu'on a d'autres priorités, notamment, je pense à l'accès aux soins, à la prévention des violences sexistes et sexuelles en établissement. Voilà, on a beaucoup d'autres politiques en direction des personnes en situation de handicap, voilà, essentiellement liées à nos autres compétences d'amélioration et de prévention de la santé et le lien avec le système sanitaire. Si je reviens à la transformation de l'offre, finalement, l'enjeu qui est derrière, c'est comment est-ce qu'on fait pour que l'offre actuelle d'accompagnement, j'essaie de pas dire prise en charge, parce que justement, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'on respecte et comment est-ce qu'on accompagne l'autodétermination des personnes handicapées. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à ça. Et donc, pour ça, il faut changer en quelque sorte de paradigme. Je pense que c'est par ailleurs des mouvements qui sont à l'œuvre dans d'autres secteurs. Je pense notamment au secteur de la psychiatrie et de la santé mentale, avec par exemple la perspective du rétablissement. Finalement, l'autodétermination, c'est quoi? C'est comment est-ce que pour une personne, comme pour tout un chacun d'ailleurs, j'ai envie de dire, on peut exercer un contrôle sur les dimensions importantes de sa vie et à la fois avoir des projets, porter ses projets et avoir la possibilité de répondre à ses aspirations en termes de vie qu'on souhaite mener. Et donc, finalement, pour les pouvoirs publics, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une offre d'accompagnement qui soit pas formatée et qui implique pas que la personne s'adapte à cette offre, mais qu'on ait une offre qui soit au contraire capable de répondre à la fois aux besoins, mais aussi aux aspirations, aux attentes des personnes en situation de handicap. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est le principe, c'est ambitieux, c'est notre objectif et je pense que c'est important, c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie. Ça implique beaucoup de choses. D'abord, ça implique d'être en capacité de recueillir le souhait et la volonté des personnes handicapées. Enfin, de recueillir, en tout cas de pouvoir en disposer en continu. Et ça, c'est notamment, par exemple, tout ce qui est communication alternative améliorée. On a un certain nombre d'actions en cours. Mais par ailleurs, cette autodétermination, elle va de pair avec une subsidiarité dans l'accompagnement, qui est l'idée de dire, en fait, il faut qu'on mobilise le bon niveau d'accompagnement en privilégiant les solutions de droit commun les plus inclusives. Alors, on a vu sur l'école, c'est spectaculaire, ce qui s'est passé au cours des dernières années. On passe on était à 28% d'enfants scolarisés en milieu ordinaire, on est désormais à 43%, je crois, de mémoire, si les chiffres de l'adresse. Évidemment, ça implique une adaptation de l'accompagnement. Ça implique en fait d'être capable d'étayer des solutions auprès des acteurs de droit commun. Donc, ça implique de transformer l'offre médico-sociale. Et donc ça, c'est pas facile. Ça implique aussi de se dire que peut-être il faut re-questionner certaines orientations des MDPH, ça implique de se remettre en question régulièrement, ça implique d'accepter qu'on puisse avoir un type d'accompagnement qui n'est pas forcément immédiatement la bonne solution ou la solution définitive, que cette solution elle puisse évoluer, que les personnes concernées en fait elles puissent changer d'avis tout simplement, ou en tout cas se dire qu'à un moment ce qui est important dans leur vie c'est plus que ce qui était le cas auparavant et que donc on reste pas dans des solutions figées. Et donc ça implique en fait d'être capable de réagir ou de bouger des accompagnements, et donc ça implique de créer aussi beaucoup de réassurance parmi les acteurs parce que c'est pas du tout si facile.
Du coup, concrètement, comment est-ce que on imagine les choses et comment est-ce qu'on les accompagne? Alors d'abord, il faut voir que c'est un mouvement de transformation qui se fait dans un temps long. C'est aussi quelque chose qui implique une évolution culturelle. Je pense que un des enjeux, c'est pour les professionnels au quotidien de pouvoir être en capacité finalement de mettre en œuvre cette autodétermination, et ça implique aussi un changement de posture qui n'est pas du tout évident. Et du coup, finalement, un des aspects, me semble-t-il, c'est aussi que, en tout cas, nous, la façon dont on l'a traduit concrètement, c'est qu'aujourd'hui, on demande à ce que chacun des organismes gestionnaires puisse proposer la totalité des modalités d'accompagnement. C'est-à-dire à la fois des services, à la fois de l'hébergement, à la fois de l'accueil de jour, etc. Et donc, tous ces modes d'accueil, l'idée, c'est que finalement, il puisse y avoir une forme de souplesse ou de réactivité au sein même de l'organisme gestionnaire, avec la possibilité de combiner et d'adapter l'accompagnement aux besoins de la personne, mais aussi à ses aspirations. Et donc, vous voyez, en fait, ça implique de travailler différemment, ça implique des changements organisationnels extrêmement structurants dans les équipes, et ça implique aussi que, finalement, la coordination, la structuration des parcours, elle soit faite en interne de l'organisme gestionnaire et qu'elle soit en capacité de s'adapter. Alors ça implique de lever plein de freins, on y reviendra peut-être, mais je ne vais pas détailler trop. Mais voilà, en tout cas pour nous, l'autodétermination, elle se traduit comme ça, par cette capacité de l'offre d'accompagnement à s'adapter aux besoins et aux aspirations des personnes. On a la chance en Île-de-France d'avoir un département qui a commencé cette démarche de transformation de l'offre de manière assez intensive depuis maintenant quasiment entre 5 à plus de 5 ans, et de voir les premiers résultats. Et donc, on a aujourd'hui en Seine-et-Marne un territoire qui est entièrement maillé par des organismes gestionnaires en mode plateforme, donc qui sont en capacité de proposer ce parcours en mobilisant différentes critères d'accompagnement. Un des enjeux, mais j'en reparlerai peut-être tout à l'heure quand on parlera territoire, c'est de pouvoir justement étayer les professionnels du droit commun, et donc d'avoir cette fonction ressource qui peut... Notre enjeu maintenant en Île-de-France, c'est d'arriver à déployer cette logique, alors en commençant par les enfants, parce que c'est... En fait, ce qui est plus facile pour les enfants, c'est que de toute façon, on sait que la situation d'un enfant, elle n'est pas figée, et que donc son parcours, il faut le construire de toute façon. Donc du coup, puisque bien sûr, il évolue, il change, c'est un enfant. Et donc du coup, voilà, on a une opportunité là qui est importante. On a du coup lancé la démarche de transformation de l'offre en 2025 de manière très structurée, avec un accompagnement proposé aux organismes gestionnaires, et puis une démarche dans chaque département. Et en parallèle de ça, on a souhaité en 2024 créer le comité des personnes concernées par le handicap, avec l'idée de se dire, on teste, on tente quelque chose. L'idée, c'est aussi que dans nos politiques, on puisse introduire une dose d'autodétermination d'une certaine façon. Et donc, c'est un comité qui est appuyé par le CREAI, qui est un centre ressources régional, et qui s'auto-saisit d'une certaine façon. Pardon, je m'étais mis un timer pour pas trop dépasser, mais voilà. Et donc, je m'arrêterai sur ce comité des personnes concernées par le handicap. Mais voilà, l'idée, c'était plutôt de voir comment... parce qu'en fait, je pense que souvent, on réfléchit à la place des personnes concernées. Et donc, l'idée, voilà, c'était qu'on ait un comité d'une trentaine de personnes qui puissent se saisir de sujets qu'elles estiment directement liés au handicap. Et d'ailleurs, c'est le cas, et on pourra y revenir si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Sophie. Donc, je pense qu'effectivement, ce témoignage permet de voir que l'Agence régionale de santé a vraiment un rôle dans les territoires pour faire bouger les territoires. Je pense que ça a été très démonstrateur, et y compris aussi dans une capacité à expérimenter des choses nouvelles et à accompagner les professionnels du secteur. Donc, du coup, je me retourne maintenant vers Pierre Sucmela. Pierre, vous êtes directeur général délégué à l'autonomie du Conseil départemental de Haute-Garonne, et vous avez notamment en charge le soutien au dispositif d'habitat intermédiaire et inclusif. Et donc, parmi les enjeux majeurs de la situation actuelle, il y a justement cette problématique d'habitat intermédiaire et inclusif. Et donc, j'aurais envie de vous poser la même question qu'à Sophie Martinon, c'est-à-dire en
tant qu'acteur vraiment déterminant dans les territoires, comment est-ce que vous agissez? Quel est votre pouvoir de faire évoluer la situation telle qu'elle nous a été présentée par l'adresse et avec les retours que nous a fait Fernando Pinto da Silva? Et voilà, est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience? Merci beaucoup de m'avoir invité ce soir et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'intervenir dans le cadre de cette chaire et notamment pour cette très belle école qui est le N3S. Voilà, c'est un élément que je voulais préciser. Alors, du côté du conseil départemental, on a fait le choix en France que les politiques du handicap, comme nombre de politiques de solidarité, soient traitées de 3 manières en même temps. C'est-à-dire l'État qui continue d'intervenir avec ses services déconcentrés. On vient d'avoir Madame Martinon et donc l'agence régionale de santé, pardon, qui est voilà, une agence, un établissement public administratif, service déconcentré de l'État. On a les caisses de sécurité sociale, évidemment, qui assurent par exemple la prestation de l'allocation adulte handicapé ou l'AEH dans le champ du handicap. Et puis on a le conseil départemental qui est chargé par la loi d'être le chef de file de l'action sociale, des solidarités des territoires et de l'autonomie des personnes. Et donc, notamment sur les questions de handicap, avec un certain nombre de compétences qui sont dans ce champ du handicap. Ce qu'il faut bien arriver à comprendre, c'est qu'au-delà du fait qu'il y a 3 acteurs qui interviennent avec des compétences bien définies et complémentaires, c'est un peu la particularité du conseil départemental en tant que collectivité territoriale. Parce que 2 éléments. Le premier, c'est les différentes formes d'intervention du conseil départemental dans le champ du handicap. On est à la fois une autorité qui a toute la compétence sur l'aide à domicile, donc comment on organise l'aide à domicile, c'est des enjeux d'égalité territoriale très très forts. Hein. Comment on assure par exemple des services d'aide à domicile habilités à l'aide sociale sur tout le territoire départemental. On y parvient en Haute-Garonne et c'est par une action volontariste du conseil départemental qu'on arrive à avoir cette offre sur tous les territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains. C'est aussi la question de l'offre d'accompagnement médico-social, que ce soit en établissement ou par des services médico-sociaux. Donc, on a déjà ce levier au niveau de cette logique-là. On a un levier aussi au niveau des aides personnalisées. Hein, c'est notamment la prestation de compensation du handicap qui est évaluée et attribuée par la MDPH, mais versée et gérée par le conseil départemental et qui permet, qui a été une vraie révolution avec la loi de 2005, qui a changé complètement la vie des personnes pour avoir une véritable autonomie. Il y a toujours des limites, il y a toujours mais par rapport à tout ce qui a existé par le passé, ça a été quand même, et les personnes le disent elles-mêmes, une vraie transformation pour leur vie du quotidien. Et on a également, puisqu'on a l'obligation d'avoir un service départemental d'action sociale avec des unités territoriales sur tout le territoire, eh bien, cette possibilité d'accompagnement des personnes en proximité. Et c'est là où il faut bien comprendre ces différentes dimensions et ce côté très qualitatif dans l'appréciation territoriale, la proximité territoriale, la personnalisation et la relation aux personnes. On voyait tout à l'heure dans l'excellente présentation de Madame Ricroche sur de l'adresse, la question budgétaire, les 14% du coup par le conseil départemental, on peut se dire après tout que c'est mineur. Mais en fait, budgétairement, l'État, voilà, vous l'aviez dit, c'est l'allocation adulte handicapé et puis les caisses de sécurité sociale, c'est des énormes volumes de la protection sociale. Mais qualitativement, c'est au niveau du conseil départemental que ça se joue. Cette relation aux personnes, c'est vraiment à cet endroit-là. Et donc, c'est un élément vraiment qu'il faut aussi prendre en compte pour bien comprendre les politiques du handicap. Puis l'autre aspect, dans le fait d'être une collectivité territoriale, c'est que nous sommes une administration qui a pour objectif d'avoir de l'efficience, de l'efficacité, comme n'importe quelle administration, mais également des élus à notre tête. Ce qui change complètement la donne. C'est-à-dire qu'en ayant des élus à notre tête, on a des élus qui sont beaucoup plus perméables, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus en interaction avec ce qui se passe sur les territoires, sur le ressenti des personnes. Et donc, c'est un élément quand même très positif pour pouvoir comprendre ce qui se joue sur un territoire et influer sur les politiques publiques du conseil départemental. Et ça, c'est une plus-value
qui n'est pas lié aux personnes, hein, mais qui est lié au fait que nécessairement une agence régionale de santé qui est spécialisée sur des compétences et qui intervient dans un élément bien particulier, malgré tous les efforts tout à fait réels qu'a souligné Madame Martinon et qui sont une réalité sur les territoires, cette prise en compte de la démographie en santé et tous ces aspects-là. Mais il n'y aura jamais la même chose que des élus qui sont dans une logique d'interaction, de démocratie avec des habitantes et des habitants. Et de la même manière, les caisses de sécurité sociale n'ont pas la même, on est sur la démocratie sociale sur d'autres aspects, n'auront pas la même relation aux habitantes et aux habitants. Donc ça, c'est tout un élément qualitatif très très fort et qui fait la plus-value d'un conseil départemental. Alors, c'est aussi un énorme potentiel pour pouvoir justement aborder les problématiques d'une autre manière. Et à un moment donné clé où on est dans le champ des politiques du handicap, où voilà, on le sait, pendant longtemps, on a été dans la logique des personnes objets de soins, à des logiques de personnes actrices de leur projet de vie. Il y a toute une structuration, toute une évolution de la société à faire évoluer. Il y a bien sûr la transformation de l'offre et nous sommes aussi engagés au nom de l'autodétermination des personnes pour transformer l'offre d'accompagnement médico-social des personnes dans des nouvelles logiques, sans parler même des contraintes très fortes budgétaires qui peuvent exister, mais déjà au nom même du principe d'autodétermination. On a cette nécessité de faire évoluer les choses, mais c'est aussi la société inclusive. Elle ne se décrète pas uniquement par le haut. Il faut un cadre, il faut des éléments posés par le niveau national et il y a un nombre de textes qui existent. Mais on le voit bien, la loi de 2005 a été une grande évolution théorique. Il y a maintenant tous les effets pratiques. Ça a été dit aussi tout à l'heure par monsieur qui représente le CNCPH et j'ai régulièrement des échanges avec la commission de compensation du CNCPH. On a cette nécessité maintenant d'en faire une réalité. Et ça va sur des éléments qui sont tout à la fois culturels, mais aussi d'arriver à transformer de manière très concrète les politiques publiques pour que le paradigme inclusif se traduise dans toutes les politiques publiques. Et c'est ce qu'on peut faire, par exemple, au niveau d'un conseil départemental. Nous venons d'adopter Ambition de Garonne inclusive. On a pris comme fil directeur le paradigme inclusif, le changement que ça représente, comment on adapte beaucoup plus l'environnement à la situation de chacune et de chacun dans toutes les politiques du conseil départemental. Et ça, c'est lié à une impulsion voulue par des élus locaux. Et ça nous amène aussi à développer de nouvelles solutions. C'est notamment, Florence, vous m'interrogez là-dessus, sur la question des habitats intermédiaires, de l'habitat inclusif. C'est un élément, évidemment, où les conseils départementaux sont positionnés. L'habitat intermédiaire, c'est quoi? C'est traditionnellement, on avait la logique, quand on est avec des besoins spécifiques en termes d'accompagnement, historiquement, c'était de vivre en établissement. De plus en plus, c'est de vivre à domicile. Mais entre les deux, tout en établissement ou entièrement seul à son domicile ou uniquement avec ses proches, eh bien, l'objectif, c'est de développer des formes intermédiaires qui permettent d'avoir une palette de solutions qui s'adaptent à la situation de chacune et de chacun. Et les conseils départementaux sont les meilleurs acteurs pour pouvoir se positionner dans cette logique-là grâce à l'ensemble des compétences et à ce regard sur les élus. Et donc, un des éléments symptomatiques, c'est la question de l'habitat inclusif. C'est ces logiques d'habitat partagé, mais avec un projet de vie sociale et partagé qui fait qu'on n'est pas dans une logique uniquement individuelle à faire de la colocation, mais on est vraiment dans une logique où on a son propre logement dans un ensemble collectif et où on fait partie aussi d'un projet de vie sociale et partagée. Et pour la Haute-Garonne, qui est historiquement engagée bien avant la loi Elan sur ce type de dispositif, on a aujourd'hui 45 projets d'habitat inclusif qui sont prévus, actés et dont le financement est arrêté, 20 qui sont déjà ouverts et ça représente plus de 450 personnes concernées à terme. Alors avec un élément quand même, puisque c'est l'habitat intermédiaire qui est la voie qui est largement développée, on notera le très bon rapport de la CNSA qui date d'il y a à peu près un mois sur l'habitat intermédiaire et qui identifie et évalue à 500 000 le nombre de solutions nouvelles qu'il faudrait pouvoir développer, ce qui est une excellente chose et qui montre l'importance de l'habitat intermédiaire. Après, l'élément à bien mentionner, c'est que même un conseil départemental comme celui de la Haute-Garonne, qui est particulièrement
engagés dans cette démarche d'habitat intermédiaire, on est encore très loin de ce chiffre rapporté à la Haute-Garonne à l'horizon 2050, de ce nombre de solutions. Donc on a devant nous un énorme chantier en termes de développement et il va falloir que toute la société soit mobilisée pour pouvoir avancer. Je suis certain que ça ne viendra pas d'une logique uniquement par le haut, voilà, et de décréter quelque chose, ça ne suffit pas. Ça ne peut pas venir uniquement par des compétences spécialisées. Et c'est là où il y a une véritable potentialité pour les conseils départementaux de pouvoir faire advenir bien davantage cette société inclusive. Merci beaucoup, Pierre Sucmela. Donc, on sent absolument votre engagement au service des personnes concernées et l'action là aussi des conseils départementaux qui est très diverse effectivement et qui est tout à fait centrale dans la politique du handicap. Donc, à présent, j'aurais envie de me retourner vers Marilyn Lambert, qui est donc directrice de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Aquitaine, l'UGECAM Aquitaine. Et donc, vous êtes, vous, en charge, gestionnaire d'établissement. Et donc, c'est à ce titre-là que vous avez aussi, que vous êtes confronté à la diversité territoriale, qui est donc l'objet de notre webinaire de ce soir. Et donc, j'aurais aimé savoir comment vous gérez, vous, cette diversité territoriale, comment vous arrivez à être force peut-être d'homogénéisation quand même sur la dimension que vous avez en charge, qu'est la région, en dépit justement de la diversité géographique, de la diversité d'attractivité des territoires, de la diversité même de l'offre et des besoins existants. Oui, bonsoir Florence, bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité également à cette chaire et de donner une visibilité à l'UGECAM. Peut-être un petit rappel, l'UGECAM, qu'est-ce que c'est? C'est l'union en fait qui gère les établissements des caisses d'assurance maladie. Et donc on a la particularité de dépendre de l'assurance maladie obligatoire, ce qui veut dire que derrière on a une branche assurantielle, ce sont les caisses primaires, et la branche acteurs de soins et médico-sociaux qui sont donc l'UGECAM. Alors notre particularité, c'est les valeurs de l'assurance maladie. C'est la valeur d'universalité. Donc, on est très attaché à ce qui est effectivement une égalité d'accès à la santé et aux mêmes offres pour tous. Et on se rend bien compte que les politiques sont très diverses. Là, Madame Martineau expliquait comment ça se passait dans l'Île-de-France. En ARS Nouvelle-Aquitaine, on n'a pas la même politique. Les expérimentations n'ont pas été lancées de la même manière. Et de ce fait, avec notre groupe national, on observe ces grandes diversités. Par ailleurs, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il faut prendre en compte l'histoire des territoires. Sur la Nouvelle-Aquitaine, nous avons des territoires ruraux qui sont avec des taux d'équipement qui ne sont pas très élevés. Et à l'inverse, des départements, je pense à la Gironde ou les Pyrénées-Atlantiques, qui ont une offre assez importante. Et on voit bien que la coopération entre acteurs n'est pas du tout la même. Là où elle est plus rare, je pense au Lot-et-Garonne, on a une grande coopération des acteurs, on a un groupement de coopération qui s'est mis en place et qui répond même aux appels à projets, aux AMI en commun. J'ai envie de dire c'est un peu le modèle ultime. Et à l'inverse, nous avons sur les Pyrénées-Atlantiques des acteurs qui commencent à peine à se réunir. Sur les enfants, en fait, ils partagent simplement des informations, on n'est pas du tout sur le même niveau. Voilà. L'autre sujet aussi sur lequel on pèse, c'est déjà l'analyse de besoins, puisqu'on vous l'a expliqué, on a nécessité d'avoir une responsabilité populationnelle, ce qui veut dire que sur un territoire, il faut connaître les besoins. Eh bien, on a démarré en fait notre quête des besoins il y a déjà 3 ans. Sur certaines MDPH, ça se passe très bien, on a des informations et on attend toujours sur des informations. Vous voyez, on voit bien que c'est quand même très divers. Donc l'intérêt d'avoir quand même un régulateur et la démarche en place qui est de pouvoir lancer en fait une analyse par département appuyée par l'ARS. Et alors nous, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, donc c'est en fait des prestataires externes qui ont été retenus pour aider à faire émerger en fait une réflexion commune. On voit que c'est majeur. Voilà, j'avais appelé de mes voeux et je suis bien contente que voilà,
parce qu'on dépense une énergie folle en fait sur le terrain si derrière on n'a pas quelqu'un qui est capable finalement de réunir les acteurs et puis de dire bah, travaillons ensemble, quoi, si je résume les choses. Voilà, parce que quand vous avez beaucoup d'offres, on est en situation de concurrence, on n'est pas du tout en situation de complémentarité. Et du coup, c'est là où il faut effectivement pouvoir agir. Par ailleurs, si on parle des acteurs, on parlait tout à l'heure de taux d'inclusion dans le milieu scolaire ordinaire, c'est pareil, l'éducation nationale, les acteurs, les hommes ne sont pas les mêmes suivant les territoires. Certains sont beaucoup plus avancés que d'autres parce qu'il y a une volonté qui n'est pas la même. Voilà. Donc nous, notre but, c'est d'essayer finalement de s'appuyer sur ce qui fonctionne sur certains territoires pour faire bouger un peu les autres. Mais c'est vrai que c'est vraiment très important d'avoir un régulateur qui soit quand même assez fort pour pouvoir embarquer un peu tout le monde. Aujourd'hui, ce qui nous pose problème, c'est aussi une visibilité pluriannuelle qui est insuffisante au niveau financier. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, on est à peu près au clair sur finalement les 50 000 solutions. La CNH a été très claire et pour nous, c'est vraiment un point très fort de pouvoir avoir ces orientations qui permettent de mettre tout le monde en ordre de marche. Le souci, c'est que pour pouvoir se transformer, on doit accompagner des équipes, on doit les former. C'est un travail, comme le disait Madame Martinon, de changement de culture et ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça nécessite beaucoup de travail auprès des équipes, des gouvernances adaptées en particulier. Ça nécessite aussi d'adapter des bâtiments. Parce qu'au niveau immobilier, on peut plus, comme on doit s'ouvrir, ce qui est très bien de ce fait d'avoir l'école au sein d'une structure complètement fermée sur elle-même, c'est plus du tout d'actualité. Et puis pour moi, faire venir des enfants parfois 1h30 qui ont 1h30 de route aller, 1h30 de route retour, pour moi c'est pas du tout acceptable. Et ce qui veut dire que derrière, on est obligé aussi d'avoir finalement un étalement de notre présence au plus proche finalement des écoles, je parle des enfants bien entendu, pour qu'ils puissent être au plus proche des parents et que ça soit un réel choix que de venir dans un internat et pas une obligation parce que effectivement il n'y a pas de possibilité de prise en charge au plus proche. Voilà. Vous dire aussi que on a des sujets de performance parce que les ressources sont comptées, le contexte national, tout le monde le connaît, et on doit se transformer avec finalement un budget qui est le même dans le temps. Du coup, ça veut dire qu'il faut quand même avoir des trésors d'imagination pour pouvoir travailler autrement. Et on a la chance d'avoir un CEPOM régional au niveau de l'UGCAM, ce qui nous permet de réfléchir notamment sur l'immobilier en groupe et de mettre l'accent plus particulièrement sur certains endroits par rapport à d'autres en utilisant finalement les sommes mises en réserve pour pouvoir avoir une vraie politique immobilière. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment très important d'avoir cette visibilité parce que d'avoir simplement des informations à l'année, ça ne permet pas de piloter l'immobilier. Enfin, pour moi, c'est pas possible, c'est incompatible. Voilà, donc les enjeux pour nous, ils sont là. Et puis, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est cette articulation nationale, régionale, locale, parce qu'on le voit bien, il y a des bonnes pratiques partout, des expérimentations, etc. Donc, pouvoir se nourrir de ce qui existe, d'aller chercher les bonnes idées, c'est vrai que c'est une chance d'être un groupe avec un nombre d'établissements aussi important. Mmh. Merci beaucoup, Maryline Lambert. Alors, je trouve que votre témoignage me permet très facilement de passer la parole à Bénédicte Authier. Donc, Bénédicte, vous êtes directrice de la direction aux droits et des parcours au sein donc, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et donc, c'est vrai que Maryline Lambert vient d'évoquer l'enjeu d'avoir un régulateur, l'enjeu de capitaliser sur des expérimentations locales qui peuvent être intéressantes, mais voilà, dont il faut qu'il faut cultiver. Et donc, j'aurais envie que vous nous évoquiez plus particulièrement le sujet du service public de l'autonomie, qui est donc là aussi
perçu, enfin, dont on attend qu'il soit un accélérateur de la politique du handicap. Et donc, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots pour qu'on comprenne plus comment ce service public de l'autonomie va pouvoir accompagner toutes les problématiques qui viennent d'être soulevées par nos intervenants? Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? C'est Très bon? bien. Voilà. Merci beaucoup de cette invitation et puis merci de cette invitation à m'exprimer sur le service public départemental autonomie. Alors, deux éléments de contexte. Le premier, c'est le lieu dans lequel je suis. Je suis à Montpellier dans le cadre de rencontres et d'une réunion, d'une rencontre interprofessionnelle qu'a organisé le département en lien avec l'ARS, le département et qui a invité l'ensemble des organismes gestionnaires à venir réfléchir sur les politiques autonomie. On le voit une évolution aussi et le préfet du département était présent. Bonjour. Alors, on entend une petite voix. Oui, Voilà, donc c'est pour vous montrer aussi que les coopérations territoriales avancent et elles avancent concrètement. Je vais aussi replacer le service public départemental autonomie dans le focus qui est proposé sur la loi 2005, les 20 ans de la loi. La loi 2005, ce n'est pas une loi du handicap, c'est toujours utile de se le rappeler, c'est une loi d'égalité des chances et d'accessibilité. Et c'est très important parce qu'en fait, c'est une loi qui dit le droit des personnes. Et quand on regarde les choses de cette façon, cela nous fait aussi évoluer dans notre façon d'accompagner et de mettre en œuvre. Le premier sur 3 niveaux, hein, au niveau des personnes, au niveau des professionnels et au niveau des organisations. Pour les personnes, qu'est-ce que cela veut dire? L'accès au droit, ça veut dire garantir absolument, concrètement et réellement la participation des personnes, qu'il s'agisse de l'expression de leurs souhaits. La loi 2005, elle dit, c'est une loi qui prend en compte les aspirations et les besoins. Pas seulement les besoins, les aspirations, c'est très fort, mais il faut les recueillir, ces aspirations. D'où les sujets qui ont été évoqués d'expression, de communication alternative augmentée, d'autodétermination qu'on prend en compte. Ça, c'est des sujets qui demeurent encore à travailler dans le cadre et dans le souffle de la loi. L'autre volet, c'est pour les professionnels. Aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir des actions des professionnels qui sont encore en silo, un manque de connaissances, d'interconnaissance des compétences des uns et des limites de compétences des autres. Cette culture commune qui permet aussi d'accompagner, de mieux accompagner. Et puis le troisième point porte sur la coopération, ça a été vu, et puis la régulation de cette coopération. Alors, comment naît le service public départemental autonomie? D'abord, il naît de constats, des constats forts qu'on va partager. Hein, c'est le fameux parcours du combattant des personnes. Même s'il existe énormément de choses, on a vu les chiffres spectaculaires, par exemple, pour la scolarisation des enfants en situation de handicap. Et il y a des évolutions nettes dans beaucoup de pans de la société. Il n'en demeure pas moins que la notion de parcours du combattant et ce que ressentent concrètement les personnes demeure. Donc, comment on fait évoluer cela? Donc, Dominique Libaud a conduit une mission avec une trentaine d'échanges avec les territoires, avec tous les acteurs pour bien comprendre, pour essayer de voir les déterminants, les variables et faire des propositions. Et est né d'un rapport, le service public départemental, alors c'était territoriale autonomie sur son rapport, qui est devenu le service départemental autonomie, service public départemental autonomie ensuite. Je vais vite rappeler les enjeux et les caractéristiques de ce service public départemental autonomie. Premièrement, il a cette vertu, et là aussi c'était la consultation, de ne pas créer un truc en plus, de ne pas créer un dispositif en plus, c'est une démarche. C'est une démarche qui s'appuie sur les compétences actuelles. Donc, pas de changement de compétences des différents acteurs. C'est une démarche qui vise à fédérer. Si on prend une image, c'est de faire un puzzle avec l'existant, un puzzle cohérent, à la fois qui complète l'ensemble des besoins pour mieux accompagner les personnes, pour aussi permettre cette réalisation des projets.
et pour que les professionnels travaillent ensemble. Donc, c'est vraiment des enjeux forts. Et puis, ce service public départemental autonomie se décrit sur 4 missions. La première, c'est une mission d'accueil, d'information, et la plus importante, c'est la mise en relation, parce que ça veut dire que où que s'adresse une personne, même si ce n'est pas à l'endroit idoine, cette personne va être accueillie, sa demande accueillie, elle va être mise en relation avec l'acteur compétent. Deuxième, et ça, derrière, c'est de la responsabilité, évidemment. Il faut se sentir responsable, même si on n'est pas là. Deuxième mission, la mission d'instruction et d'évaluation. En droit, en équité, en qualité, on rejoint aussi les considérations sur les disparités territoriales. Effectivement, Florence, vous l'avez pointé, il y a des disparités qui s'expliquent par les spécificités du territoire et on ne peut pas viser des cibles qui seraient en méconnaissance des spécificités des territoires, mais et en même temps, il y a des écarts à la moyenne, par exemple sur l'attribution des droits sans limitation de durée, qui interrogent les pratiques, qui interrogent. Et là, on rejoint aussi des considérations qui peuvent être pointées dans les 18 mesures du Tour de France des solutions que la ministre Parmentier-Lecocq a partagé, a structuré en juin 2025. Troisième mission, l'accompagnement à des parcours continus, coordonnés, personnalisés. C'est là où on voit tous les acteurs qui travaillent à la coordination, comme les dispositifs d'appui à la coordination, les CPTS, les communautés 360, la démarche de la réponse accompagnée pour tous, les PCPE, etc., qui viennent là se voir coordonner. Et puis, la quatrième mission, qui est la mission de prévention et d'aller vers. La mission de prévention, elle est importante puisque c'est une mission qui va permettre de garantir que la personne puisse, que toutes les personnes puissent être accompagnées en bon temps dans leurs besoins de soutien à l'autonomie. Et puis, l'aller vers, eh bien oui, mission de responsabilité parce qu'on sait aujourd'hui qu'on peut avoir des personnes très éloignées du droit et qu'il faut garantir l'accès au droit et que des actions d'aller vers sont nécessaires. Voilà, donc en élément structurant du service public départemental autonomie, la loi Bien vieillir et autonomie qui vient définir l'ensemble des acteurs, les missions avec un cahier des charges très allégé, je vous invite à le lire. C'est un cahier des charges qui se lit bien, qui est fait pour être lu à hauteur d'homme, et très compréhensible. Une comitologie avec la conférence territoriale autonomie qui vise aussi à rassembler, à définir les actions prioritaires à partir d'un diagnostic commun. En termes de déploiement, une année 2024 de préfiguration, et puis une année 2025 qui voit la généralisation du service public départemental autonomie. Et nous, ce que l'on peut dire pour être concrète, et je pourrais donner des exemples, c'est qu'on voit à quel point il y a un mouvement dans les territoires. Là, encore une fois, là, nous sommes dans l'Hérault et on voit à quel point les choses évoluent, bougent. Elles s'appuient sur l'existant, elles le renforcent et on a ainsi cette démarche qui vient poursuivre aussi pour les personnes handicapées et leurs familles l'esprit de la loi 2005. Merci beaucoup, Bénédicte Authier. Alors, après, on va dire ce panorama qui nous a permis de prendre connaissance avec une grande partie des acteurs qui agissent dans les territoires et de leurs actions et de leurs leviers d'action. Ce qui m'intéressait, Pierre Sukmela, c'est peut-être dans nos entretiens préalables, vous m'aviez indiqué que pour vous, pour faire en sorte que justement cette politique du handicap, elle soit partout, vous aviez à cœur de faire en sorte qu'elle ne reste pas un objet qui soit l'objet de la direction dont vous avez la charge, mais que ce soit bien un objet partagé par l'ensemble de votre conseil départemental. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire un mot de cette évolution qui vous est chère et des effets attendus au bénéfice des personnes concernées et on va dire d'une meilleure équité territoriale. Alors par contre, je serai un peu stricte sur le temps parce qu'on a été évidemment très enthousiaste dans la première partie de notre table ronde et du coup, on a un peu moins de temps pour la deuxième. Je vais essayer d'être bref, alors du coup, et concis. Donc, l'objectif au niveau du Conseil départemental de la Haute-Garonne, ça a été de se dire,
On sait très bien qu'on ait nos compétences et nos politiques en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des aidants. Le SPDA, on s'en empare à plein. C'est vraiment une très belle logique, une très belle démarche qui correspond pleinement à la logique de la décentralisation. Mais comment faire pour qu'on ne reste pas dans des logiques il y a une situation de handicap, donc c'est de la logique spécialisée, alors que l'enjeu de la société inclusive, c'est qu'on soit dans le milieu ordinaire et qu'on arrête de se dire « Ah, là, il y a du handicap, donc ça doit être traité par des spécialistes ». Et donc, le premier élément qui est dans notre schéma en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap voté l'année dernière, c'était de dire, pour pouvoir développer une société inclusive, commençons déjà nous-mêmes le conseil départemental par décliner ce changement de paradigme qu'est l'inclusion, hein, comment on passe de logique où on développe des politiques publiques pour un public qui correspond à peu près à la norme sociale, et puis quand c'est spécifique, il faut du spécialisé, à une logique où toutes les politiques publiques doivent pouvoir être adaptables et faire en sorte que les personnes qui sont éloignées de la norme, notamment des personnes en situation de handicap, puissent vivre pleinement dans le milieu ordinaire. Et donc, c'est cette démarche de fond validée et portée par les élus du conseil départemental qui nous ont amené en fait à ce travail, à sortir de notre champ de compétences habituel, juste personnes âgées, personnes en situation de handicap, et aller interroger tous nos collègues de toutes les directions pour déjà sensibiliser sur ce que c'était que ce changement de paradigme inclusif, parce que tout le monde parle d'inclusion, mais souvent ça reste un petit peu superficiel, alors que derrière c'est très puissant et ça va très loin, un véritable changement inclusif, d'identifier en fait ce qu'ils pouvaient faire et ensuite d'en tirer toute une logique de mise en évidence de ce qui avait déjà été lancé et jusqu'où ça va. Et donc de donner des perspectives sur comment aller plus loin au niveau des politiques du conseil départemental. Il y a même mes collègues des ressources humaines qui ont boité le pas, et le même jour qu'on a voté le plan Ambition Haute-Garonne inclusive il y a un peu plus d'un mois, on a aussi adopté le conseil départemental de la Haute-Garonne collectivité inclusive avec la déclinaison proprement en tant qu'employeur par rapport aux agents du conseil départemental. Donc en un mot, ce plan Ambition Garonne inclusive, qui sera bientôt accessible en ligne sur le site internet du conseil départemental, l'objectif, ça a été donc de le décliner. On est bien au-delà de la question des seules personnes en situation de handicap, hein. C'est vraiment toute personne qui n'est pas dans la norme, donc peu importe la raison, et c'est une pensée très globale pour toute la société, en se disant si on arrive à faire une société plus inclusive, ce sera bien pour tout le monde et à plus forte raison pour des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées. Et comme ça, on a décliné, on a 5 axes. Un axe transversal, tout ce qui est sensibilisation, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une grosse question culturelle. Comment on fait en sorte d'avoir le réflexe, par exemple, accessibilité. Donc, ça passe par de la formation, ça passe par de l'événementiel, etc. Et ensuite, des axes qui sont, si on veut être inclusif quand on est pouvoir public, eh bien, il y a 4 grandes dimensions à développer. La première dimension, c'est d'assurer que les personnes vivent les unes parmi les autres. Ça va jusqu'à les questions de mixité sociale. Voilà, par exemple, les départements sur la sectorisation des collèges, eh bien, nous avons le pouvoir de la sectorisation des collèges. Est-ce qu'on laisse faire l'existant? Est-ce qu'on décide du coup d'y aller pour aller vers une véritable mixité sociale, bien au-delà des questions de handicap? C'est voilà, à la main des conseils départementaux. Ça ne suffit pas de faire vivre les personnes les unes parmi les autres. Une fois que les personnes sont les unes parmi les autres, comment on organise les conditions de participation pour des personnes qui spontanément ne rentrent pas en interaction avec d'autres personnes? Donc, on l'a développé aussi bien dans les activités de loisirs que dans les activités archives départementales, médiathèques, voilà, les différentes dimensions à nouveau dans les collèges. C'est même quand on a fait ça, si on a des obstacles et des freins partout, que ce soit physique ou dans les autres dimensions, l'écrit, etc. C'est donc tout un axe sur l'accessibilité, rendre accès à tout pour toutes et tous dans toutes les dimensions. Donc bien sûr physique, les bâtiments, les collèges, mais aussi des collèges qui soient ouverts à la diversité des profils, mais aussi le langage simplifié de notre propre texte qu'on produit, nous, administration, mais aussi comment on va sur des pictogrammes, la communication alternative améliorée. Et enfin, même quand on a fait tout ça, des fois, ça ne suffit pas à être pleinement inclusif. Pourquoi? Parce que les personnes, même s'il y a tout ce cadre qui est offert et qu'on y arrive, ce qui est très ambitieux, eh bien, les personnes, peut-être qu'elles resteront quand même chez elles parce que c'est compliqué d'avoir parfois l'initiative, parfois toute l'autonomie, parfois le contexte qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. Et c'est là où il y a une 4e dimension,
c'est toute la logique d'aller vers. Et comme ça, on a notre plan qui est décliné et à chaque fois, selon les politiques publiques concernées, on montre concrètement comment on fait pour développer ces aspects-là. Et on pense que c'est comme ça aussi qu'on arrivera à faire avancer les choses en commençant déjà par nous-mêmes. Merci beaucoup. Donc, je trouve que c'est effectivement très intéressant cette démarche de réflexion interne pour aussi être plus utile et plus, dans une démarche d'inclusion plus large que de penser, en commençant à réfléchir sur soi-même et sur sa propre organisation. Donc, Sophie Martinon, vous l'avez évoqué dans votre propos et Marilyn Lambert a aussi évoqué la question de responsabilité populationnelle. Je crois aussi Pierre Sucmela. Donc, Sophie Martinon, j'avais envie de vous interroger sur cette problématique parce que là aussi, elle renvoie à des questions d'accompagnement, là pas des personnels en interne ou pas que, mais aussi des gestionnaires. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler plus particulièrement de ce sujet, là aussi dans un temps plus réduit? J'en suis navrée. Avec plaisir. En fait, effectivement, c'est le corollaire des deux principes que j'évoquais tout à l'heure sur la transfo de l'offre, à la fois l'autodétermination et la subsidiarité dans l'accompagnement. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour accompagner tout le monde. Et en fait, on voit bien que finalement, c'est un principe qu'on voudrait, ce qui est celui de l'inconditionnalité de l'accompagnement ou de l'accueil en fonction de ses besoins et de ses attentes. Et en fait, pour atteindre cet objectif-là, on voit bien qu'aujourd'hui, on a des tas d'obstacles. On a des personnes sans solution parce que par exemple, il y a des limites d'âge, parce que on a du surhandicap ou en tout cas une complexité des troubles qui est alléguée qui est mise en avant, disons, par les acteurs de l'accompagnement ou tout simplement la capacité à faire. Et donc, en fait, et pour ça, je vais m'appuyer plutôt sur l'expérience de la Seine-et-Marne. Ce qu'on a fait en Seine-et-Marne, et je le dis d'autant mieux que c'est vraiment les équipes de l'ARS en Seine-et-Marne qui ont vraiment porté cette dynamique. En fait, il y a eu l'idée de se dire, mais arrêtons de réfléchir type de handicap par type de handicap, partons plutôt d'une vision territorialisée, en se disant, sur un territoire donné, un organisme gestionnaire qui est transformé, c'est-à-dire qui est en fait une plateforme et qui est capable de proposer la totalité des accompagnements, en tout cas la diversité d'accompagnements possibles, c'est lui qui est responsable de l'ensemble de chacune des personnes avec un handicap sur son territoire, sur le territoire. Et évidemment, la réponse qu'il peut apporter, elle peut être extrêmement variable. Ça peut être rien ou quasiment rien, ça peut être un étayage du droit commun, ça peut être un accueil de jour mixte avec une présence à l'école, ça peut être un accueil séquentiel en journée où on est avec hébergement, etc., etc. Tout est possible, en fait, en gros. J'exagère un peu, mais voilà. Et donc, il y a l'idée, effectivement, de construire ça. Alors, évidemment, ça implique beaucoup de choses, mais l'idée, c'est vraiment de se dire comment on peut partager cette responsabilité, se mettre d'accord sur cette responsabilité. Et donc, c'est ce qu'on a fait en Seine-et-Marne, avec évidemment, vous vous en doutez, un travail de cartographie, parce qu'on n'accompagne pas tous les handicaps de la même façon. Et donc, on a défini 3 parcours spécifiques. Et à chacun de ces parcours correspond une cartographie avec un organisme gestionnaire qui est responsable d'un territoire donné. Et en fait, l'intérêt de faire ça, pour moi, il est énorme. D'abord, il permet de pallier en partie à la question des transports qui a été évoquée par la directrice des UGCAM de Nouvelle-Aquitaine. En tout cas, il permet de rapprocher du lieu de vie le lieu d'accompagnement et de le faire de façon importante. Pour nous, il permet aussi potentiellement de donner une première réponse immédiatement, y compris quand ce n'est pas la solution définitive ou que cette solution doit évoluer, mais en tout cas d'avoir une première réponse. Et c'est franchement très aidant. De développer ce qu'on appelle la fonction appui ressources, c'est-à-dire de dire en fait, de faire monter en compétence l'ensemble des acteurs du territoire. Une fois que vous êtes un organisme gestionnaire qui est territorialisé, ça veut dire que vous êtes l'organisme de référence sur le territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élus vous connaissent. Ça veut dire que les services de la collectivité territoriale, des collectivités territoriales où vous intervenez vous connaissent. Ça veut dire que l'ensemble de l'éducation nationale vous connaît, les écoles, les collèges, les lycées. Ça veut dire que vous-même, vous pouvez développer des actions, soit d'étayage, soit d'aller vers, soit de monter en compétences, par exemple, des professionnels du périscolaire. J'ai l'exemple en Seine-et-Marne. En fait, il y a eu, par exemple, des opérations de sensibilisation des pompiers pour dire, voilà, le handicap des enfants, qu'est-ce que c'est d'être autiste, comment on fait, voilà. Et en fait, c'est génial parce que finalement, c'est là où on touche la dimension inclusive qu'on recherche, c'est-à-dire que
au lieu de se concentrer sur les personnes en situation de handicap qui sont prises en charge, entre guillemets, dans un établissement, ben là, vous voyez qu'on a un déploiement territorial avec un enjeu qui est plutôt comment est-ce que chacun, dans ses politiques, accueille mieux, accompagne mieux, est mieux formé au handicap. Et du coup, comment est-ce que du coup on concentre les moyens, les TIH sur l'accompagnement des personnes qui en ont le plus besoin. Et donc, c'est cet enjeu-là qu'on comporte. Ça a été possible, en tout cas, on sait qu'on est capable de faire, ça, on l'a fait en Seine-et-Marne. Il faut quand même un certain nombre de conditions. D'abord, il faut que les organismes gestionnaires soient partants pour faire ça, ce qui n'est pas toujours facile, hein, on l'a dit tout à l'heure. Il faut qu'il y ait des moyens suffisants quand même. On est une région très sous-dotée. Il se trouve que la Seine-et-Marne est le département où on avait le plus d'offres, donc c'est sans doute pas complètement un hasard. Et il faut un accompagnement et de porter cet objectif dans la durée. Et évidemment, régulièrement, on se heurte à des difficultés. Hein, donc voilà. Mais en fait, très concrètement, et c'est pour ça que je veux porter ce message-là, je pense d'optimisme, parce que je pense que c'est possible. Et par exemple, en Seine-et-Marne, il y a des structures d'hébergement qui ont déménagé. On a fait déménager des organismes gestionnaires. On a transféré des autorisations. Alors je dis on, mais les équipes de la délégation de Seine-et-Marne ont réussi à faire ça avec uniquement finalement des leviers de conviction, si j'ose dire. Alors évidemment aussi en faisant le choix, par exemple, de ne donner de nouveaux crédits ou de ne créer de nouvelles solutions que dans des établissements en mode plateforme. Donc évidemment, tout ça ancre la transformation. Alors Sophie, je suis désolée, voilà. Je vais devoir... Peut-être juste un mot pour finir. Oui. Je pense que cet ancrage territorial, il est une clé aussi du succès, parce que je pense que ça permet aux acteurs de se connaître. Et je pense que les pôles d'appui à la scolarité sont une opportunité pour nous extrêmement importante, puisque en fait, toute l'éducation nationale est structurée de manière territoriale. Et donc, en fait, ça permet à nouveau de créer du lien entre les acteurs du médico-social et l'école, qui est un des premiers enjeux, en tout cas pour les enfants. Merci beaucoup. Alors, donc rapidement, je suis vraiment confuse. C'est moi qui n'ai pas du tout géré le timing. Marilyn Lambert, je trouve que c'est intéressant parce que vous êtes le gestionnaire qui doit faire avec des difficultés d'attractivité et des contraintes, comme on l'a dit, de bâti, etc. Est-ce que vous pourriez, en rebond, mais vraiment très rapidement, je suis confuse, mais nous dire comment vous faites justement avec ces ambitions merveilleuses, mais aussi les réalités territoriales auxquels vous êtes confrontés, y compris en termes d'attractivité ou de formation des personnels. Vraiment en un mot, hein, je suis vraiment désolée. Hein, Alors, ça va être dur en un mot, mais je vais essayer d'être courte. Je ne pense pas avoir été la plus longue, mais bon. Non, je suis désolée, c'est vraiment moi qui ai mal géré. Enfin, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que pour nous, il faut qu'on arrive à faire changer les postures de nos personnels. Les personnels étaient habitués à gérer un handicap, un type de public, adulte ou enfant, et par ailleurs, ils étaient sachants. Donc, ils savaient à la place d'eux. Et voilà. Donc, évidemment, maintenant, il faut qu'on les bascule sur un rôle de facilitateur et en même temps qu'ils soient ouverts à plusieurs types de handicaps. Ce qui fait qu'il faut les former quand même de manière assez importante. Enfin, je pense que tout le monde n'imagine pas l'effort que ça nécessite. Hein. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'évolution culturelle et je partage parce que on a des personnels quand même qui bougent énormément. De l'informatique avec le dossier unique informatisé qui va être obligatoire pour Séraphin PH, l'éthique, le pouvoir d'agir des personnes handicapées et comment on arrive à le faire s'exprimer et également, on en a parlé tout à l'heure, la communication alternative augmentée avec tout un tas d'outils à maîtriser. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc nous on a la chance d'être un groupe. On arrive à mutualiser en fait des offres de formation. On a aussi un partenariat avec la CNSA que je salue au passage dans le cadre de notre partenariat assurance maladie et CNSA avec justement des fléchages sur des formations qui vont dans le cadre de la transformation de l'offre. Ensuite, on a aussi des évolutions de métiers à accompagner. Vous voyez, si par exemple on est sur des établissements qui font de la réadaptation professionnelle, on avait auparavant des formations
formateurs dans ces établissements. Aujourd'hui, ces formateurs, ils deviennent des accompagnateurs pour essayer d'aider au maximum les personnes à faire leur formation dans le milieu ordinaire. Et c'est un autre métier. On a aussi des coordonnateurs de parcours. C'est des métiers qui n'existaient pas il y a quelque temps. Et on a aussi des ASH qui deviennent des maîtres de maison. On est beaucoup plus autour de la personne avec une qualité de prestation qui n'est pas la même. Sur les enjeux d'attractivité, là aussi c'est majeur. On parlait de coopération tout à l'heure et là c'est vraiment très important. Les partenariats avec les écoles de formation, avec France Travail, notamment pour les personnes qui sont en voie de reconversion. Ça peut être aussi des choses qui sont tout à fait envisageables. Il y a aussi les groupements d'employeurs, pouvoir travailler sur des forums, sur certains types d'emplois. C'est majeur sur certains territoires, en particulier ruraux, où là, il faut vraiment qu'on arrive à travailler ensemble pour pouvoir attirer des personnes. Mais attirer, ça ne suffit pas. Il faut être en capacité de bien accueillir aussi les personnes qui arrivent dans les établissements, avec les anciens qui ont une vision, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et les nouveaux qui, eux, sont formés un peu différemment. Et donc, être en capacité, en fait, de faire de la place à ces nouveaux et qu'ils puissent s'exprimer justement sur leur vision. Et ce n'est pas toujours simple. Et donc, on met en place des politiques d'accueil, des tutorats, pour justement arriver à faire des binômes qui permettent finalement les uns les autres de pouvoir évoluer. Et puis, on a un enjeu de fidélisation. Je vais terminer par ça. La qualité de vie au travail est majeure. Les conditions de travail sont très dures dans les établissements, en particulier masse, où on a des ports de charges lourdes et des mouvements qui sont très contraignants pour les corps en fait, des salariés. Donc on a des sujets d'équipement et là aussi d'être très à l'écoute avec des démarches de prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail. Et on a le sujet du management, qui lui aussi doit évoluer, être en capacité d'écouter beaucoup mieux les équipes et de les embarquer en fait dans ces transformations. Et ce qui fait que derrière, eh bien, c'est plus facile d'emmener tout le monde vers quelque chose de nouveau qui ait du sens pour tous. Merci beaucoup, Marilyn Lambert. C'est vraiment, voilà, on voit que pour vous, les enjeux sont tout à fait majeurs dans l'accompagnement de tous ces mouvements et de toutes ces attentes. Donc, et du coup, je voulais poser la question à Fernando Pinto da Silva. Donc, là aussi, je suis désolée parce que le temps est très, très réduit. Mais voilà, vous avez écouté cette table ronde pour aller vers mieux demain. Voilà, sur quel volet vous souhaiteriez qu'on mette particulièrement l'accent? En fait, je ne sais pas sur quel volet je souhaiterais qu'on mette l'accent, mais je sais sur quel accent je vais terminer, moi, cette intervention. Au-delà de tout ce qu'on s'est dit, on le voit, il y a quand même cette idée d'aller vers plus d'équité, plus de choses partagées, etc. Moi, j'aimerais, en ce qui me concerne, reparler de l'autodétermination. Ça a été évoqué régulièrement. Et je pense que pour nous tous, ça doit être un vrai fil rouge dans les politiques territoriales du handicap parce que c'est quand même l'indicateur par excellence, en tout cas du point de vue des utilisateurs en situation de handicap que nous sommes. On le sait, il y a quand même cette idée derrière de dire que l'autonomie, c'est pas juste un droit, que les parcours sont parfois encore par défaut, que les solutions sont pas toujours choisies, on le rappellerait jamais assez, mais c'est important de partir du projet de vie des personnes que nous sommes en réalité, alors en composant évidemment avec l'offre, mais ne pas partir par contre de l'offre existante. Et ça a été redit par certaines et certains d'entre nous. Je pense que c'est important de le souligner. Et puis, évidemment, quand on parle de politique publique en matière de handicap, eh bien, c'est inclure les personnes handicapées. C'est pas, voilà, ça a été dit également. Mais je pense que c'est important, vraiment, en tout cas du point de vue du CNCPH, de rappeler ces points comme étant en réalité un fil rouge absolu sur lequel on doit réellement aller. Et après, pour en terminer, rappeler aussi que de toute façon, ces politiques, elles doivent se mesurer, on doit avoir des indicateurs, on doit pouvoir les suivre régulièrement, on doit pouvoir connaître les degrés de satisfaction, etc., etc. Mais ça, je pense que pour les gens qui sont autour de cette table, c'est une évidence.
Merci beaucoup, Fernando Pinto da Silva. Et donc, Bénédicte Authier, je pense que au regard de tout ce qui a été partagé jusqu'à présent, voilà, peut-être quel levier, au-delà du SPDA, vous pourriez nous partager et qui sont susceptibles justement d'être garants d'une plus grande équité territoriale à l'avenir. Vous avez je ne sais plus quel intervenant a évoqué MDPH 2027. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a d'autres leviers à la place. Enfin, en plus du SPDA, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots au regard de tout ce qui a été partagé? Oui, très, très rapidement. Oui. Et puis, tout de même insister sur le fait que pour garantir le pouvoir d'agir des personnes, et ça, c'est le dernier rapport de Denis Pifto, hein, expert, acteur ensemble pour une société plus inclusive qui bouge, c'est de garantir le pouvoir d'agir des professionnels. Je pense que c'est vraiment important sur les leviers. Quelques objets que l'on peut partager. Le Tour de France des solutions, j'en ai parlé avec les 18 mesures pour simplifier la vie des personnes, notamment poser la rénovation du formulaire de demande. La coopération territoriale, on y est, hein. Aujourd'hui, la Oui. CNSA est en territoire avec une meilleure coordination, une coordination qui est plus cohérente avec évidemment le binôme CD-ARS, très, très fortement sur les politiques autonomie, la participation des personnes, on l'a dit, et puis ça a été signalé aussi le sujet de la donnée pour une donnée accessible pour pouvoir lire ces politiques autonomie, autant sur les constats, sur la connaissance du public que sur les mesures d'impact. Et c'est ainsi aussi que l'on peut avancer, un levier pour avancer sur la politique autonomie. Merci beaucoup, Bénédicte. C'est donc très en rebond de ce que nous a dit Fernando Pinto da Silva sur la partie indicateur et sur l'importance d'avoir peut-être comme indicateur ultime ou comme donnée ultime cette question de l'autodétermination. Donc, merci à chacun des intervenants. Il me reste à donner la parole à Gilles Nezosi pour clôturer ce webinaire. Et donc, sans doute y aura-t-il d'autres webinaires sur cette thématique du handicap sur laquelle on aurait voulu passer bien plus de temps. Mais il est bon que même les meilleures choses aient une fin. Merci Florence, merci beaucoup pour ton animation et merci à tous les intervenants pour leurs présentations qui ont été à la fois très claires, très dynamiques et qui montrent encore une fois à la fois l'importance des territoires, l'importance des coopérations, mais également l'importance de manière plus globale d'un pilotage qui soit macro et qui donne quand même des orientations sur lesquelles tous les différents acteurs pourront en fait commencer à travailler. Alors, je te prends au mot puisqu'effectivement, c'était une première pour nous, comme je le disais en introduction, d'aborder cette thématique du handicap. Je pense qu'il faudra faire un deuxième webinaire sur le sujet parce qu'effectivement, nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. Et donc, voilà, donc j'ai le plaisir de vous annoncer que Florence Thibault reviendra pour une animation de webinaire sur le handicap. Toujours est-il qu'avant qu'elle ne commence à préparer ce deuxième, je vais quand même vous présenter les deux prochains que nous avons déjà sur le gaz dans le cadre en fait de cette chaire. Vous pourrez nous retrouver le 12 mars 2026. Alors, on change complètement de sujet, hein, puisque nous aborderons les politiques sociales à Mayotte. Donc là, vous voyez montrer l'éclectisme aussi de nos interventions. Et par contre, le 4 juin 2026, on se rapprochera un peu des thématiques qui ont été abordées ce soir, avec un webinaire que l'on consacrera aux aidants, et notamment aidants, bien sûr, de personnes en situation de handicap. Alors, pour vraiment conclure cette fois-ci le webinaire, je tiens à remercier, outre nos intervenants, et une fois encore Florence, pour cette animation. Eh bien, déjà d'une part, le N3S qui comporte avec Sciences Po Lyon la chaire, et je remercie particulièrement Virginie Lamy et Loïc Basset qui nous ont aidés à monter, techniquement notamment, mais pas que, hein, ce webinaire. Et dernier mot également sur nos mécènes. Hein. Sans eux, on ne pourrait pas faire tout ce que l'on fait au niveau de la chaire. Eh bien, je remercie la CNSA, hein, qui est un mécène de la chaire, la Caisse nationale des allocations familiales et la Banque des territoires, qui nous aident et qui nous soutiennent financièrement pour réaliser toutes nos opérations. Donc, merci à toutes et à tous. Nous avons été très nombreux, hein, puisque nous avons un pic à 70 personnes, donc ce qui est un bon webinaire pour nous, qui montre encore une fois que le sujet intéresse. Et donc, encore une fois, Florence, tu reviendras donc nous voir.
puisque au-dessous de 30, on arrête, mais là, c'est bon, tu sais qui tout double, donc tu reviendras pour nous voir. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, donc à très bientôt pour le 12 mars pour notre prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au Bonne revoir. fin de journée à toutes et à tous. Au revoir.